Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'approche naturelle pour accompagner la maladie de Lyme. Alors avant tout, je voudrais simplement dire un petit mot sur la maladie de Lyme. Elle est transmise par la morsure d'une tique. C'est une maladie qui est très peu connue et qui se confond souvent avec d'autres pathologies. On appelle la maladie de Lyme la grande imitatrice. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais au cours de cette vidéo vous donner des aides naturelles en cas de maladie de Lyme. Bien entendu, ces aides ne vous dispensent pas d'être suivies par un professionnel de santé. Donc, la maladie de Lyme, comme je vous le disais, est causée par la morsure d'une tique. On parle bien de morsure et pas de piqûre de tique. La tique, c'est un type d'acarien. Il faut essayer autant que faire se peut, et si on la voit, la retirer très rapidement lorsqu'elle est rentrée dans la peau, parce qu'elle peut transmettre une maladie, la maladie de Lyme, qui est véhiculée par la borréliose, qui est une bactérie. Cette maladie de Lyme, c'est donc une maladie bactérienne, puisqu'elle est véhiculée par une bactérie, et donc naturellement, elle va se traiter, à court terme en tout cas, par antibiothérapie. Alors, soit on va prendre des médicaments, des antibiotiques qui sont bien ciblés, soit on peut recourir à des huiles essentielles. Alors, les borélies, elles possèdent des caractéristiques qui leur permettent de se dissimuler du système immunitaire de la personne infectée et des antibiotiques si la durée de traitement est insuffisante. Donc, je vous dis ça pour que vous preniez bien conscience qu'il va falloir faire cette antibiothérapie, que ce soit des médicaments ou des huiles essentielles, d'une durée vraiment suffisamment longue. Donc ça peut durer quelques mois. Le fait que l'on ne se traite pas suffisamment longuement, ça pourrait expliquer pourquoi cette infection peut devenir chronique, récidivante, et qu'elle peut donner à des complications vraiment embêtantes, des complications articulaires, cardiaques, des complications neurologiques qui peuvent avoir des sévérités vraiment très variables et très handicapantes. Les risques de contracter la maladie de Lyme à la suite d'une morsure de tique dépendent du type de tique, puisque toutes ne véhiculent pas la borrélie, de l'endroit où l'on est au moment de la piqûre et de la durée pendant laquelle la tique est restée dans le corps. C'est pour ça que si on voit une tique qui est à l'intérieur du corps, qui s'est accrochée, il faut vraiment essayer de l'enlever le plus rapidement possible. Il y a une petite chose qui est bien à savoir, c'est que il y a un certain type de tiques, les tiques à pattes noires, qui doivent rester attachées au corps durant 36 à 48 heures pour transmettre la maladie de Lyme à l'homme ou à l'animal. Vous savez que les chiens sont particulièrement vulnérables. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça veut dire que si vous la détectez tout de suite, a priori, vous avez peu de risques d'avoir contracté cette maladie. Bon à savoir également, il y a des co-infections à la maladie de Lyme qui peuvent être causées par d'autres pathogènes, véhiculés là aussi par les tiques, par exemple la fièvre boutonneuse, qu'on appelle aussi rickettsiose, ou la babésiose. Alors, pour complexifier les choses, sachez qu'il existe aussi plusieurs types de borréliose, suivant le continent américain, où la borrélie est très très développée, ou européen. Et il existe également différents organes qui peuvent être touchés par ces différentes borrélioses, les articulations, les nerfs, la peau, les muqueuses, le système digestif, il y en a vraiment énormément. Donc l'objet de cette vidéo n'est pas de faire un exposé complet sur la maladie de Lyme, mais de vous aider à la comprendre et à l'accompagner si vous pensez être positif. Alors au niveau des symptômes, comme je vous le disais en préambule, ils sont vraiment très variés. Donc c'est très difficile de savoir qu'on est atteint finalement de la maladie de Lyme. Il y a une chose qui est vraiment sûre, c'est que si vous avez ce que l'on appelle un érythème migrant, c'est-à-dire en fait un anneau, une atteinte cutanée sous forme d'anneau sur votre peau qui va s'étendre de plus en plus et que vous avez en plus des symptômes neurologiques, alors là, vous allez très certainement être diagnostiqué positif. Par contre, globalement, les manifestations sont pas du tout spécifiques et donc ne permettent pas d'orienter vraiment facilement vers le diagnostic. Et donc, on peut souffrir pendant des mois, voire des années d'atteinte, par exemple neurologique ou articulaire, sans connaître l'origine de son mal ni prise en charge, notamment parce qu'on n'aura pas vu d'érythème migrant. Par ailleurs, même correctement traité, en partie en raison d'une surréaction inflammatoire de l'organisme, les malades peuvent continuer à souffrir de symptômes très variés, et notamment il y en a un qui est assez caractéristique, c'est la grande fatigue, mais aussi des douleurs musculaires très intenses, des douleurs articulaires qui font que ça gêne vraiment dans la mobilité. Ça peut être aussi
aussi de l'insomnie pendant des semaines, des mois, des années. Donc au niveau des symptômes classiquement rencontrés en synthèse, donc des douleurs au niveau articulaire, musculaire, une grande fatigue, des difficultés de concentration, de mémorisation, des problèmes digestifs, des problèmes de peau, des allergies. Et tous ces symptômes peuvent se manifester tout de suite après la morsure, mais aussi avec une certaine latence, et ils peuvent être très variés suivant le stade de l'infection. Pour savoir si l'on est atteint, hormis ce diagnostic clinique, il existe des tests sérologiques, donc à partir d'une prise de sang, mais il faut savoir que ces tests peuvent s'avérer négatifs même s'il y a une morsure constatée avec un érythème migrant. Donc c'est vraiment compliqué. En France, il existe 2 types de tests. Le test ELISA, qui est un test pour détecter les anticorps contre la bactérie Burgdorferi. Il y a aussi le test Western blot, qui peut être utilisé pour confirmer un test ELISA positif. C'est d'ailleurs comme ça qu'on procède en France. Si on est positif à l'ELISA, on va faire le Western blot pour vérifier qu'on est bien positif au Western blot également. Mais comme je vous disais, ces histoires de diagnostic sont quand même assez compliquées et il faut trouver un laboratoire qui va bien maîtriser ces techniques. Mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un thérapeute compétent qui connaît bien les symptômes de la maladie de Lyme et qui pourra vous aider. En matière d'hygiène de vie, maintenant, des conseils pour accompagner la maladie de Lyme si vous pensez être atteint. Il va falloir, donc, sachant que c'est une infection bactérienne, avoir une hygiène de vie la plus saine possible. Une alimentation équilibrée qui sera anti-inflammatoire avec des aliments vivants et de saison, des fruits et légumes frais de saison à chaque repas, avec une alimentation qui sera peu transformée, peu sucrée, pauvre en viande rouge, en charcuterie, qui sera riche en fibres, riche en acides gras essentiels. Donc par exemple, une habitude alimentaire d'origine, ce qu'on appelle méditerranéenne ou crétoise. Ça, ce sont des choses que vous connaissez certainement si vous suivez nos vidéos et nos articles régulièrement. On prendra également un soin particulier à ménager un sommeil suffisant, à bien gérer son stress et à pratiquer autant que faire se peut, bien sûr, une activité physique régulière de plein air. Bien sûr, si vous souffrez de douleurs articulaires, musculaires ou d'une fatigue très intense, faites comme vous le pouvez, mais sachez que tout mouvement en plein air sera très bénéfique. Je vous invite également, pour tout ce qui est sommeil et stress, à visionner notre webinaire sur le sujet. Nous vous proposons également des articles sur le sujet sur notre blog. Maintenant, je voudrais vous présenter des plantes et des conseils en micronutrition pour accompagner la maladie de Lyme. Voilà déjà en premier lieu des composés antibiotiques qu'on va classiquement utiliser. Le premier, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. En fait, il n'est pas spécialement antibiotique, par contre c'est un antiseptique à large spectre. L'extrait de pépins de pamplemousse, si vous connaissez les méthodes naturelles, vous savez qu'il permet la prise en charge de nombreuses maladies infectieuses, la lutte contre les mycoses et les parasites. Donc attention, il faut bien vérifier la qualité et notamment la teneur en bioflavonoïdes qui sont les principes actifs de ce produit. Et puis moi je vous conseille de faire des cures de 3 semaines sur 4, c'est-à-dire que vous faites une semaine de repos au cours du mois. Il y a un autre produit très intéressant qui est l'argent colloïdal. L'argent colloïdal est connu pour ses propriétés antibactériennes, là pour le coup, mais aussi antifongiques et antivirales. Attention, on choisit avec une qualité de 20 parties par million, idéalement. C'est vraiment gage de qualité. Et puis, on va le prendre sous forme de cure de 20 jours par mois maximum, là aussi. Cette cure peut se cumuler avec la cure d'extrait de pépins de pamplemousse. Ensuite, quelques plantes en matière de soutien de l'immunité. Alors, il y a une plante qui est très connue, qui est l'échinacée, qu'on peut utiliser en extrait fluide proposé par le laboratoire Soria Natural, qui est une plante de référence pour stimuler, pour moduler l'immunité. Elle a également une action anti-infectieuse, largement documentée sur de nombreuses bactéries, virus, champignons, avec aussi des propriétés anti-inflammatoires. Donc il me semble que c'est vraiment une plante qui est indiquée dans la maladie de Lyme. Une autre plante très connue dans les aspects immunitaires, c'est la propolis, qui est un outil naturel que les abeilles utilisent depuis toujours pour protéger leurs ruches, et la reine des agressions. Les principes actifs de la propolis sont... Alors, il y a une richesse en vitamines et en oligo-éléments, mais il y a également des bioflavonoïdes. Donc, ce sont des molécules, la famille des polyphénols, qui vont stimuler le système immunitaire, l'activité enzymatique et qui protègent les cellules du stress oxydatif. Donc, on va aussi utiliser la propolis pour ses propriétés bactériennes, antivirales et antifongiques
par l'intermédiaire de ces bioflavonoïdes. Donc, on peut utiliser là aussi l'extrait fluide de propolis pour lutter contre la maladie de Lyme en complément de l'échinacée. Les probiotiques sont très intéressants. Alors là, on ne travaille pas sur le système digestif, on va travailler sur le système immunitaire. Donc, avec la prise de probiotiques bien choisis, notamment de la famille des Reuteri, on va arriver à stimuler son système immunitaire par l'intermédiaire du microbiote. Et puis, bien sûr, pour nourrir ces bactéries, il faut apporter des fibres en quantité suffisante. Les fibres, ce sont en fait ce qu'on appelle des prébiotiques qui vont permettre d'entretenir la survie des bactéries dans les intestins. Si on souffre de perméabilité intestinale, ne pas oublier de faire des cures de glutamine régulièrement avec des cofacteurs de bonne disponibilité de la glutamine. Également, on va pouvoir utiliser une autre plante qui s'appelle le Lapachopodarco. C'est une plante en fait qui est très utilisée dans la médecine traditionnelle amérindienne. On utilise son écorce. C'est une écorce avec une couleur rouge assez caractéristique qui sera très riche en sels minéraux, oligoéléments et en alcaloïdes. Donc là, on a vraiment des propriétés très puissantes au niveau antiseptique et antifongique dans le Lapachopodarco. La vitamine D, là, c'est une vitamine qui est ultra connue pour soutenir le système immunitaire. Donc je vous conseille de faire un dosage. Si c'est trop bas, n'hésitez pas à prendre de 2000 à 4000 UI par jour, vraiment pour soutenir votre système immunitaire. De nombreuses études scientifiques montrent l'efficacité de cette vitamine dans le soutien du système immunitaire. Pour compléter tous ces actifs qui vont stimuler votre immunité, on va également, et selon votre situation, conseiller de drainer et de détoxifier, alors avec des plantes que vous connaissez certainement, le chardon-marie, l'artichaut, le pissenlit, la camomille romaine, le curcuma, le desmodium. Pourquoi? Parce qu'un foie sain vous aidera à mieux drainer les toxines qui sont générées par l'infection. Il a été également prouvé que du fer, si votre prise de sang montre une carence en ferritine, permettra d'améliorer votre réponse immunitaire. Donc par exemple du fer sous forme de bisglycinate. Également, si vous êtes dans une période difficile sur le plan nerveux, vous pourrez soutenir votre organisme avec notamment du magnésium. C'est très connu, mais c'est très intéressant effectivement pour soutenir la sphère nerveuse. Mais aussi, pensez bien aux oméga 3 qui aideront à soutenir la sphère nerveuse et pourquoi pas un complexe de vitamine B. Et enfin, donc toujours selon votre propre situation, vous pourrez recourir à des antioxydants, donc vitamine C, E, bêta-carotène, zinc, sélénium ou le L-glutathion. Je voudrais également vous dire un petit mot sur des huiles essentielles qui ont été prouvées efficaces dans l'accompagnement de la maladie de Lyme. Alors certaines in vitro et puis certaines vraiment sur l'être humain. In vitro, donc on a déjà testé l'origan compact, Origanum compactum, et aussi l'origan caliteri, donc l'origan vulgaire caliteri. Donc il faut savoir que l'origan caliteri est plus facile à utiliser sur le long terme parce que l'origan compact peut être vraiment hépatotoxique à terme. Alors on peut aussi utiliser d'autres huiles essentielles qu'on va toujours diluer. Il y a la cannelle de Ceylan écorce, le clou de girofle ou bien la citronnelle de Java. On a aussi le romarin, cette fois-ci le romarin à verbenone, attention parce qu'il y a différents types de romarin, que l'on peut utiliser toujours à des dilutions qui vous seront conseillées par un thérapeute formé. D'autres huiles essentielles, donc cette fois-ci c'est plus in vitro, c'est vraiment prouvé de manière clinique. Donc les huiles essentielles, la grande famille des monoterpénols, par exemple le thym à linalol ou le palmarosa ou aussi le tea tree. Et aussi donc des huiles essentielles à phénol dont on a parlé déjà et à cinamaldéhyde comme l'origan compact ou bien la cannelle de Ceylan écorce. On fait attention, on se fait conseiller par un thérapeute qui est formé pour ne pas faire n'importe quoi au niveau des huiles essentielles puisqu'elles sont très très puissantes. On a aussi des huiles essentielles qui vont vous permettre de stimuler votre système immunitaire, par exemple l'épinette noire, le ravinsara ou l'eucalyptus radié. Et vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles pour drainer votre organisme. Vous vous souvenez, on avait parlé par exemple du desmodium ou de l'artichaut. Ici, on va pouvoir utiliser par exemple le citron, la livèche ou le laiton du Groenland. Voilà donc pour ces quelques conseils pour accompagner la maladie de Lyme. Donc je l'ai déjà dit et je vous le répète, faites-vous vraiment conseiller par un médecin ou un thérapeute qui pourra vous aiguiller vers les produits les plus adaptés à votre situation. Et surtout, restez positif, gardez espoir puisque cela fait partie de la guérison. Je vous souhaite bon courage.